Voilà, tout à fait. Yep. Yo, comment ça va? J'ai voulu streamer un peu aujourd'hui et puis j'avais des trucs à faire. Et puis il y a eu la soirée du lundi donc il fallait que je regarde. Et puis voilà. Me voici. Bonjour. J'ai rajouté les alertes. Comment ça va? J'ai rajouté les alertes. J'ai rajouté. Bon, ça, elle est pas là. Ça va peut-être l'invoquer. Et j'ai rajouté mon chat qui ronronne et ça marche. Oui. J'ai trouvé une astuce à exploiter. Et, et j'ai rajouté les deux animaux de la fois dernière. Donc avant-hier du coup. Le. Tout à fait. Le casse-couille, le casse-noix de truc. Du coup, oui, d'ailleurs, c'était pas celui-là. C'était pas le casse-noix de Cassin, c'était le casse-noix de Clark, le casse-noix d'Amérique. Voilà. Parce que j'ai reçu plusieurs appellations, mais il y en avait. Enfin, le casse-noix de Cassin n'est pas trouvable sur Internet. Je l'ai pas trouvé sur Internet. Et du coup, voilà. Donc, c'est très certainement, vu le nom scientifique de l'espèce et le nom commun auquel il est souvent relié, bah, c'est plutôt le casse-noix d'Amérique. Bref, donc le casse-noix d'Amérique, le chacal à flanc rayé, et j'ai aussi rajouté le son du dol, ce qui vous fait quand même 4 sons supplémentaires pour animer le chat. Voilà. Je meurs. Donc, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, bien donc pour les ronronnements de Léo, mon chat, j'avais trouvé une astuce. Il faut savoir que moi j'utilise la piste 6 ici. Donc j'ai dû délier mes pistes son. Et c'est fort pratique. Parce que du coup ça fait que j'ai reçu. Bah, du coup j'ai le son, si vous voulez, de mon. Ah, il est 1h30 du matin, c'est compliqué. J'ai rajouté le son de mon. N'est-ce pas? Il y avait le son de mon enregistrement que j'avais pris à part avec mon téléphone, parce que enregistrer un chat avec un micro de casque de jeu, c'est pas possible. Et enfin, c'est possible, mais il faut énormément de détermination. Ça, et du coup, j'ai pas fait comme ça. Donc j'avais le son de mon enregistrement sur le côté que j'ai mis sur mon PC. Ensuite, il a fallu que j'utilise le son, enfin que je monte le son de la piste de base qui concerne le son de mon truc, enfin le son normal quoi. Euh, donc je poussais le son à fond et ensuite j'ai utilisé Audacity en poussant le son de mon ordi qui n'est pas le même puisque j'ai délié mes pistes pour pouvoir augmenter le son de la piste. Ce qui normalement n'est pas possible. Vous pouvez gérer le son de la piste entre le minimum et le maximum sur la totalité du son maximum proposé dans l'enregistrement, sur le son capté. Moi, j'ai trouvé un moyen d'augmenter le son total au-delà de sa limite. C'est chiant. Hein. Voilà, c'est chiant. Toujours est-il que voilà, il faut que je vous partage ma douleur parce que ça m'a pris 40 bonnes minutes et que je suis très fier d'avoir réussi à trouver cette astuce-là. Donc, du coup, il suffisait juste que je monte. J'ai réenregistré plusieurs fois le réenregistrement du miaulement, enfin, du ronronnement de mon chat, en montant à chaque fois le son au maximum de mon PC et de la piste son. Ce qui fait que du coup, ça augmentait fatalement le son total. Oui. Du coup, j'ai pu dépasser le son maximum que l'enregistrement peut normalement pas dépasser. Et oui. Donc, voilà, maintenant, le ronronnement, on l'entend. Je vous garantis qu'on l'entend. Ça, c'est sûr qu'on l'entend. Et si on l'entend pas en vrai, j'ai encore un peu de marge, je peux le monter. Voilà. Alors par contre, du coup, comme ça monte tout le son, le son total de l'enregistrement, on entend aussi un peu plus les bruits parasites. Mais ça va. J'ai eu de la chance, j'ai eu un son très clean, donc je peux monter encore un peu sans être trop dérangé par les bruits parasites. Tout à fait. Et donc, ça va. C'est un peu chiant, mais ça va. C'est un peu casse-couille à faire. Mais je sais comment faire et je pourrais le refaire s'il faut. Donc c'est une bonne nouvelle. Faire l'habituel test pour vérifier que le son fonctionne. Et oui, j'ai un souci.
pas. Non, on m'entend pas. C'est pas normal ça. On m'entend pas, hein. Non, on m'entend pas. Pourtant, j'avais bien changé les paramètres. T'as vu? Est-ce qu'on m'entend? On m'entend pas, hein. C'est très emmerdant, pourquoi est-ce qu'on m'entend pas? Allô? Non. Ah non, mais lui, il veut de nouveau pas. Allô? On m'entend? Ah bah putain. Merveilleux. Du coup, je ne sais pas depuis combien de temps on m'entend pas. Très certainement depuis le début. C'est super. C'est super. Les habituels problèmes de micro. Parce qu'il y en a tout le temps. Sauf que là, j'avoue que je sais pas d'où c'est sorti. Est-ce qu'on m'entendait au début au moins? Comme spécial. On m'entend pas. Donc, est-ce qu'on m'entend de nouveau là? On est d'accord qu'on m'entend toujours, hein? Oui. Alors, par contre, vous avez un décalage de 8 ans. Son image. Mais bon, écoutez, je peux pas tout faire. Voilà. C'est souvent le bordel sur cette chaîne. Il y a des trucs que je peux pas faire. Et en fait, le problème, à mon avis, ici, c'est plutôt propre au réseau. Le décalage son image, généralement, c'est le réseau parce que j'ai optimisé tous les trucs que je pouvais optimiser sur mon PC et sur OBS pour éviter les décalages. Donc, je suis désolé si vous en avez. Ça se régule en général au bout de 5-10 minutes. Après, voilà. Donc, ça fait 8 jours que je parle dans le vide. Super. Euh, Donc, bonjour, c'est moi. On va commencer depuis le début. On va faire plus court parce que j'ai pas envie de passer 8 semaines non plus. Bonjour, c'est moi. Comment ça va? Et donc, voilà. J'ai modifié les enregistrements Sound Alerts. J'ai rajouté les trucs. J'ai remis le son du ronron de mon chat qui était dégueulasse ou trop faible. J'avais fait 2 versions, elles ne marchaient pas. Il y en a une maintenant qui marche. Youpi! Super. Donc ça, j'ai aussi rajouté 2-3 alertes des espèces qui sont passées précédemment dans les lives parce que qu'est-ce que je fais ici? Je fais des lives où je parle d'espèces bizarres. Soit je laisse le choix au chat, soit je cherche par moi-même. En m'aidant de ChatGPT quand même, parce que si c'est pour chercher des espèces peu connues avec des caractéristiques bizarres à partir de rien, j'en ai pour 8 semaines. Donc, je demande à ChatGPT, selon justement des caractéristiques un peu spéciales, euh, de, euh, de me trouver des trucs, euh, de m'aiguiller, quoi. Bon, généralement, ChatGPT fait un peu de la merde, mais il m'aiguille quand même pas mal et c'est plus pratique que de chercher à partir de rien. Donc, je fais comme ça. Et du coup, après, on fait un petit tour. Je tape quelques mots-clés sur internet, quoi, et je fais un petit tour rapide de c'est quoi l'espèce, pourquoi c'est bizarre, le statut de conservation, où elle vit, ce qu'elle bouffe, c'est quoi en gros, hein, un mini Pokédex, quoi. Et voilà, c'est tout. Et je vous ai rajouté des alertes. En général,
et pour l'instant, j'arrive à ne pas faire de compromis, mais ça va pas durer. Je prends les cris des espèces qui passent en live. C'est-à-dire que je prends pas les cris de cousins ou de trucs très proches ou voilà. Par exemple, pour le chacal, il y en avait 3 espèces en Afrique, pour celles qui m'intéressaient. Il y avait le chacal doré, je crois, le chacal à flanc rayé et le chacal l'autre. Il a un nom chiant. Et moi, c'est celui à flanc rayé qui m'intéressait, donc j'ai pris celui-là et j'ai pris son cri, un cri un peu spécial. D'ailleurs, c'est des canidés, ils communiquent de façon très variée, quoi. Donc c'est pas un cri, mais je voudrais bien essayer d'avoir des exemples de vocalises représentatives du coup. Bref, donc voilà, je veux qu'on entende leur voix un petit peu pour qu'on ait une idée de ce que c'est. Et comme ça anime le stream. Je trouve ça sympathique. Et j'ai des viewers qui aiment bien utiliser ça de temps en temps, surtout pour mon chat, parce que j'en ai une qui fait une fixette sur mon chat. Et en même temps, c'est normal, hein. C'est le plus beau chat du monde. Donc, du coup, voilà. Du coup, j'ai remis les ronrons de mon chat que j'ai galéré à enregistrer. Et finalement, maintenant c'est bon. Enfin, j'ai un ronron. Faudrait que je trouve un miaulement aussi. Mais mon chat est une diva qui miaule tout le temps, sauf quand je l'enregistre. Donc, c'est chiant. Bref, voilà. Et donc, voilà, j'ai voulu lancer avant, mais finalement, je l'ai pas fait. Il y a eu des trucs, donc la soirée du lundi, etc. Donc j'ai regardé. Et du coup, il est 1h30 du matin. Voilà. Donc, tant pis pour moi, voilà, je suis con. Et donc, on va en faire une, je pense. En général, j'en fais une à deux. Et je poste tout ça sur YouTube, puisque Twitch ne garde pas toutes mes VOD. Mais voilà, ici, je vais en faire une, parce que enfin, il faut que je dorme, quoi. Il faut quand même que je dorme. Voilà, donc on va en faire une. Petit stream nocturne, alors je vais le mettre dans le titre. Hop. Merde. Oui, non. Hop. Nocturne. Oui, ça vient, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Comme ça. Oui, tiens. Et oui, parce que j'ai changé mon. C'est pour ça que je regarde par là, parce que j'ai mon retour. C'est mon retour, c'est une tablette, mais vous avez compris. Euh, pour voir un peu les commentaires, etc. Parce que je sais pas comment font les streamers en général pour voir leur chat partout. Mais moi, je n'ai pas ce niveau intellectuel, donc. Enfin, pour de gestion, quoi. Donc, du coup, j'ai juste posé ma tablette sur le côté et j'ai mon chat là. Voilà, j'ai mon chat sur OBS, mais je ne vais pas constamment rester sur OBS, donc voilà. Et du coup, j'ai changé d'interface. Je suis parti sur TwitchChat. J'ai pas gardé sur OBS. Vous avez quand même le chat truc, le chat d'OBS de Twitch, parce que c'est plus facile à afficher avec une. C'est pas une chroma key du coup, c'est l'autre. Bref, le machin qui permet de rendre le chat transparent parce que normalement il est noir. Là, si vous regardez en haut à gauche, par là, parce que ma caméra est inversée, ici, là, vous avez donc le chat. Vous le voyez pas parce que évidemment parce que c'est écrit dedans, mais voilà. Et donc, voilà, je suis fatigué. Donc voilà. Et du coup, vous avez ce chat-là, mais moi, je me suis mis sur TwitchChat, qui est une interface nettement mieux foutue, plus complète, plus claire, plus lisible aussi. Voilà. Et du coup, je constate que TwitchChat affiche, si demandé, et je pensais ne pas avoir coché ce truc-là, mais en fait si, que j'ai changé le titre de mon stream. Bref. Donc, et ben voilà. Ce que je vous propose, comme d'habitude, hein, finalement, c'est que je vais. Enfin, vous pouvez parler d'une espèce si vous voulez qui vous intéresse. On fera des recherches dessus. Et si vous avez plutôt envie euh, de me regarder bien, admirez-moi. Et si vous voulez écrire, si vous voulez avoir un impact sur ma recherche, vous pouvez toujours taper la commande point d'exclamation
roue pour lancer la roue des espèces, qui est un petit truc que j'ai fait de mon côté sur Nightbot en piquant la ligne de code à quelqu'un, qui permet de lancer un sujet d'une liste que j'ai écrite sur un site. Comme ça nous aiguillera un peu pour savoir vers quoi on part. Plutôt un primate, plutôt un piaf, plutôt autre chose. Voilà, des plantes, des espèces éteintes. Et après, j'irai donc taper ça dans le chat GPT. Et voilà. Toutes mes vidéos sont sur YouTube. Le lien est sur mon profil Twitch. Et de toute façon, c'est le même compte. Hein, ça s'appelle Spect. Je vais juste appeler Spectrediff. Avec 2 F. Et puis, voilà. C'est la même photo de profil, c'est le même compte, quoi. C'est la même chose. Et puis voilà. Donc, attendez, parce que j'ai un clavier rétroéclairé, mais il s'éteint souvent, quoi. Donc là, on voit un peu rien, quoi. Voilà. Et donc, une espèce disparue. On n'en a pas eu beaucoup non plus. La dernière fois, on a fait le premier piaf sur 13 épisodes. Je crois qu'on a fait le premier piaf. Aujourd'hui, c'est le 14e épisode. Et donc, ça part sur une espèce disparue. C'est pas la première espèce disparue qui passe, mais c'est la première disparue volontaire, on va dire. On parle d'espèces, genre, on a voulu faire des plantes et on s'était rendu compte en chemin que en fait, c'était pas forcément disparu, mais que c'était ancien ou des espèces fossiles. Encore une fois, ce terme qui m'énerve. Le problème, c'est que, avec ce terme-là d'espèces fossiles, le problème, c'est que c'est de la merde. Ça sous-entend que l'espèce n'a pas évolué depuis les observations qu'on en a fait dans ces fossiles. Donc, il y a des milliers et des millions d'années. Mais c'est faux. Toutes les espèces évoluent tout le temps. Parce que l'évolution se fait entre autres par le biais de la reproduction. Quand vous baisez, votre ADN mute. Et c'est ça l'évolution. Voilà. Enfin, c'est pas quand vous baisez ce qu'on vous reproduisez, mais généralement, on se doute de ce que vous avez fait avant. Généralement, d'ailleurs, ce n'est pas toujours le cas, mais bref. Et donc, voilà. Et votre ADN qui mute, bah, c'est l'évolution. C'est la base de l'évolution. Puisque c'est du coup l'ADN, le plan de construction de votre corps, si vous voulez, qui va être recopié encore et encore et encore, façon téléphone rose, et ou non, téléphone sans fil. C'est pas tout à fait la même chose, le téléphone rose. C'est parce qu'il est 1h30 du matin. Donc, façon téléphone sans fil, et à la fin, il finit forcément par y avoir quelques petites erreurs, ce qui fait que vous commencez très légèrement à avoir des changements invisibles sur quelques générations, mais doucement visibles sur quelques milliers d'années dans votre anatomie. Et c'est comme ça qu'on est passé, pour faire très très court, des poissons aux primates. Voilà, c'est un peu ça l'évolution. Après, évidemment, il y a tous les biais de conservation, les espèces qui survivent et les espèces qui survivent pas. Celles qui survivent pas, on n'entend plus beaucoup parler, et celles qui survivent, elles en parlent. Donc voilà. C'est ça l'évolution. Pourquoi je parle de l'évolution, je ne sais plus. Bref, oui, donc les espèces disparues. Donc l'appellation d'espèces fossiles, c'est de la merde. Les espèces ont évolué par définition, sinon elles ne seraient pas là. Pour qu'on puisse les observer et dire, regardez, elles n'ont pas évolué. Si, par définition, si. Mais bon, déjà parce qu'elles se sont reproduites, donc leur ADN a forcément muté, et ensuite parce qu'elles existent, donc elles ont forcément évolué. Sinon, elles n'auraient pas été gardées par l'évolution. Bref, voilà. Donc, c'est pour ça. Le concept de fossile, d'espèces fossiles, ça m'énerve. Mais on n'a pas vraiment de mots communs, d'appellation simple, si vous voulez, qui permettent de piger un peu, qui permettent de définir ça sans virer la partie importante du concept, quoi. Il y a des noms scientifiques pour définir ça, mais même moi, je les ai oubliés. Donc, c'est vous dire si c'est facile à retenir, quoi. Voilà. Donc, ouais, on n'a pas vraiment de mots qui permettent d'éviter ce genre d'erreur, et c'est dommage. Parce que du coup, ça nous induit en erreur jusqu'à notre façon de penser et de considérer la vie, et ça fait partie des très nombreux problèmes dont je parle souvent en live, parce que je n'ai aucun bagage pour parler de tout ça. Moi, j'ai fini mes secondaires en doublant 2 années, et puis basta. Mais je suis un zoologiste enthousiaste, on va dire. Je suis très intéressé par le vivant. Et, voilà, du coup quand je vois que les gens pensent d'énormes conneries, ça m'énerve. On en pense tous, mais voilà.
ouais, ça me frustre, d'autant que je vois qu'ils sont pas aidés parce que l'accès aux connaissances n'est pas du tout facilité. Même avec Internet, hein, c'est clair que c'est plus facile aujourd'hui qu'avant, qu'il y a 40 ans d'aller chercher des informations sur à peu près n'importe quoi. Mais il y a quand même des trucs. Si vous voulez faire des recherches sur les neurones, par exemple, sur le fonctionnement des neurones, bonne merde. Voilà, c'est pas évident. C'est pas évident de trouver des informations sur des sujets très précis et un peu complexes. Un peu, hein, parce que quand je dis que je veux faire des recherches sur les neurones, c'est la base de la base, hein. C'était pour un travail de secondaire, c'était vraiment la base honnête. Mais voilà. Enfin, la base honnête pour un cours de biologie, hein. Tout le monde a pas cette base-là, mais genre il fallait pas aller chercher très loin non plus, et même ça, c'était compliqué. Heureusement, j'ai pu demander à deux trois personnes qui m'ont bien aiguillé de ce côté-là sur les neurones, les axones et tout le bordel, mais c'était pas, c'était pas simple. Et finalement, j'ai pu mieux comprendre en demandant à des gens qui savaient qu'en allant chercher des informations sur Internet, parce que l'accès aux informations sur Internet est facilité, mais les informations en elles-mêmes, non. Parce qu'Internet propose des informations, mais il ne les vulgarise pas. Donc quand vous tombez sur un énorme paplard universitaire bourré de termes ultra compliqués, bah, hein, même avec beaucoup de motivation, au bout d'un moment, vous abandonnez, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu un problème, je trouve, dans le domaine des sciences, et de manière générale, on n'a pas assez de vulgarisateurs. On en a, j'ai l'impression, de plus en plus, mais pour tout, hein, pour tout type de sujet, je pense que tout devrait être plus vulgarisé, parce que la vulgarisation, c'est ce qui permet aux couillons standards de comprendre des sujets très spécialisés, qui nécessitent généralement des années d'études pour être compris, quoi. Et en même temps, la vulgarisation, ça force le biais. C'est aussi ce qui fait qu'on va forcément faire des raccourcis sur certains trucs et perdre des informations capitales, mais il faut savoir doser, on va dire, l'importance et la quantité d'informations qu'on perd dans la vulgarisation, je trouve. Euh, et, euh, et ça reste intéressant, mais il faut savoir ce qu'on dit. Et là, typiquement, le concept d'espèce fossile, ça me fait chier parce qu'on perd tout ce qui est intéressant, en fait. C'est une espèce dont on croyait qu'elle était disparue et dont on a en fait retrouvé des exemples, des spécimens vivants. C'est ça qui est intéressant, je trouve, plutôt que de se dire, eh, regardez, le machin n'a pas changé de tronche. Alors, anatomiquement parlant, si vous prenez le sélacanthe ou le pin de Wollemi, qui n'est pas un pin, je rappelle, c'est un arbre, hein, mais on dit que c'est un pin, mais c'est pas un pin. Là, encore une fois, vous voyez, là, voilà, côté vulgarisation, il manque des infos. Si on commence à donner des noms à des trucs qui ne sont pas représentatifs, on va pas y arriver. Voilà. Euh, mais voilà, ce sont des espèces dites fossiles, mais ce qui est intéressant surtout, je trouve, c'est plus le fait qu'elles soient encore là, et justement l'évolution par laquelle elles ont dû passer, ou éventuellement la chance qu'elles ont eu de ne pas avoir à changer particulièrement physiquement, anatomiquement, visuellement, pour traverser les âges jusqu'à nous. Euh, enfin, plutôt ça que le fait que visuellement, elles n'ont pas trop changé, si vous voulez. Ce qui m'intéresse plus, c'est le fait qu'elles soient encore là sans avoir trop changé de tronche, plutôt que le simple fait qu'elles n'aient pas changé de tronche. Il y a une nuance. Et voilà, donc je trouve ça bien, du coup, qu'on parle des espèces fossiles, mais j'avoue que... Tiens, on est sorti de ma playlist, qu'est-ce qu'on fout là? J'avoue que c'est un peu dommage qu'on n'ait pas plus d'informations, qu'on n'ait pas autant de vulgarisation que ce qu'on pourrait sur certains sujets. C'est bien dommage. Attendez, parce qu'il est sorti du chemin de ma playlist YouTube et je ne sais pas pourquoi. Alors oui, mais c'est... Enfin non, du coup. Non mais je vais y arriver, hein. Merde. Ouais. Je vais te mettre par là, hein. C'est quoi qui est tombé? Eh ben il tombera pas plus bas en tout cas. Alors. Et oui, donc c'était là. C'est ça c'est ma playlist. Ça c'est ma playlist enculée de ta mère. Et donc voilà.
Bon, je vous laisse celle-là, puis je la changerai, je remettrai sur la liste. Donc, nous allions partir sur voilà, une espèce disparue. Donc, on va essayer de faire une vraie espèce disparue qui n'est pas revenue, de préférence. Et tout de suite, on va demander au chat qui pète. Cite-moi une espèce Ah oui, donc on a une espèce disparue du coup. En général, je demande une espèce de primate ou autre, mais là, parce que c'est un automatisme, mais là du coup c'est une espèce disparue. Très peu connue. Bon, ça va pas être bien compliqué du coup. Avec des capacités, des propriétés plutôt bizarres. Voilà, voilà. Hop. Et donc je stream en général tous les 2 jours. Ça arrive de temps en temps de casser un peu le rythme, mais généralement c'est tous les 2 jours. Et voilà. Et généralement, c'est ce concept-là que je fais sur ma chaîne. Je ne fais pas grand-chose d'autre. Ça arrive une fois de temps en temps que je fasse des trucs. Récemment, j'ai voulu me créer un décor. Donc voilà. Enfin, je me bricoler un truc de fond, parce qu'avant, c'était juste un gros plan sur ma tête avec un mur vide derrière et je n'aimais pas. Et, et voilà. Sinon, j'ai fait un react aussi, un truc à un épisode, enfin un épisode à La Grande Joute, co-présenté par Angle Droit et Clément Viktorovitch. Voilà. J'ai pas laissé la VOD parce que j'étais pas très satisfait et puis surtout parce que j'avais mis la piste 6, donc vous entendrez juste moi qui parle dans le vide, donc c'est pas très intéressant, mais voilà, sachez que ça arrive de temps en temps que je parle d'autre chose, mais en général ici c'est surtout ça. C'est surtout les. Alors je parle pas de. Ça m'arrive tout le temps de dériver par contre, hein, si vous supportez pas les gens qui s'éparpillent partout, désolé, mais voilà. Ici, garder un fil rouge c'est compliqué, mais voilà, ici je dérive beaucoup, mais j'explique un maximum ce que je sais ou ce que j'apprends. Et, et voilà, on reste sur des concepts assez simples. Et quand je tombe sur un concept compliqué, ben, on va pas se compliquer la vie, quoi. Je vous montre les recherches que je fais en ligne et je vous donne les définitions en même temps que je les lis, quoi. Mais généralement, on est plus sur de la découverte que sur de l'étude de sujets très compliqués. Voilà, je n'oserais pas vraiment, même si je l'ai mis en tag, je n'oserais pas vraiment dire que c'est chill ici parce que je m'éparpille tout le temps, que souvent j'ai un débit de parole élevé et que ça m'arrive quand même d'entrer un peu dans le détail. Mais voilà, l'idée c'est quand même de faire un truc un peu sympathique. Ah oui, et généralement je stream plutôt en journée, ouais, entre le début d'après-midi et la soirée, quoi. Mais ça varie quoi. Et là aujourd'hui pour le coup j'aurais voulu streamer plus tôt mais j'avais des trucs à regarder et puis des trucs à faire donc j'ai streamé super tard. Après j'ai lancé super tard. Donc il me parle des ptérosaures. Vous trouvez ça rare vous les enfin rare, vous trouvez ça peu connu vous les ptérosaures parce que enfin, je trouve pas ça très très rare moi perso mais enfin très rare encore une fois non mais je trouve pas ça peu connu. Oui, en général, le but ici, c'est de faire des espèces peu connues, hein. Ce que je veux, c'est parler d'espèces sous-représentées, des espèces. Par exemple, l'opposé de ce que je veux, c'est l'ornithorynque. L'ornithorynque, c'est bizarre, on comprend pas trop, mais c'est connu parce que c'est what the fuck. Moi, ce que je veux, c'est essayer de donner un peu de visibilité ou de faire s'intéresser les gens à des espèces dont on soupçonnerait pas qu'elles existent. Voilà, des grenouilles avec un ventre transparent, des marsupiaux sans poche ventrale avec une langue de fourmilier, euh, des chats sauvages avec des pupilles rondes alors que normalement c'est pas rond, et des tas de trucs comme ça. C'est plutôt ça qui m'intéresse, genre le différent, parce que la vie c'est de la variété, sinon ça ne dit pas d'évolution, mais pas what the fuck pour autant. Ou alors si what the fuck, pas trop connu. Voilà, et l'ornithorynque, par essence, c'est vraiment le genre de truc que j'essaie d'éviter ici. Ça reste super intéressant. Intéressez-vous à l'ornithorynque, mais c'est pas
aussi intéressant d'en parler que d'espèces dont on n'a vraiment pas l'habitude, quoi, je trouve. Donc voilà, ici je vois le tapet de Jara. C'est aussi un nom que je connais. Oula, oui d'accord, il me parle de plein de ptérosaures en fait. Attendez, je vais vous lire le pavé. Sacré pavé. Donc une espèce disparue très peu connue avec des propriétés étranges est le Pterosauria. C'est pas une espèce. Et là, il me semble qu'il... Voilà, c'est ça, c'est un groupe d'archosaures volants. Là, il parle d'un genre, il me semble, le genre des ptérosaures, qui englobe énormément d'espèces, qui ont vécu pendant l'ère mésozoïque. On a souvent le faux... on s'imagine souvent que ptérosaures, il y a zore dedans, c'est forcément des dinosaures. Non, pas du tout. Les ptérosaures ne sont pas des dinosaures. Euh, si vous voulez des vrais dinosaures, ils ne se sont pas du tout éteints, ça existe encore, c'est les oiseaux. Les oiseaux sont des dinosaures. Euh, le T-Rex, le Triceratops, tout ce truc-là, c'était des dinosaures. C'est qu'aujourd'hui, les dinosaures sont volants, quoi. Et cette transition s'est faite, entre autres, par le biais de l'Archéoptérix et tout un tas de trucs du genre. Et quelle grosse différence pour les différencier entre les dinosaures qui volent et les trucs qui volent dont on croit que c'est des dinosaures mais qui n'en sont pas, le bec et les ailes. Les dinosaures volants ont des plumes et les reptiles volants ont des membranes comme les chauves-souris. Et puis le bec aussi, quand je dis le bec, chez les oiseaux, aujourd'hui on a plutôt des becs, des becs de canard, quoi, typiques. Euh, je vous dis bec de canard parce que vous voyez ce que c'est du coup. Et chez les dinosaures, on aurait plutôt eu des espèces de mâchoires de reptiles à plumes, quoi. C'est un peu compliqué à expliquer, à visualiser. Euh, ce seraient des espèces de reptiles tout fluffy, si vous voulez. Et ça, c'est assez stylé. Euh, Là où les dinosaures, enfin les reptiles volants avaient vraiment un bec, quoi, comme les piafs d'aujourd'hui et comme les poulpes aussi, il me semble. Donc voilà. Et du coup, voilà, sachez que les ptérosaures ne sont pas du tout des dinosaures. C'est pas parce qu'il y a Zor dans le nom que ce sont forcément des dinosaures. Et il faut que je rechange la playlist, c'est vrai. Merde, j'ai pas. Ah, mais oui, c'est pour ça qu'il y a des ralentissements. J'ai laissé enfin mon moteur de. C'est pas Brave en plus. J'ai laissé mon moteur de recherche principal ouvert. Du coup, forcément, ça vous facilite pas la vie pour voir le reste. Bon, je vais couper la musique, hein, vous inquiétez pas, ça revient soon. Hop. Voilà, bon, ce sera une autre par contre. Mais, voilà, désolé de vous couper dans l'élan. Parce que sinon, je sais pas ce qui peut apparaître dans la playlist et j'ai pas envie de me faire striker. Voilà, bon, ça dépend de mon réseau, ça va revenir, vous inquiétez pas. Il faut juste que YouTube charge. Donc les ptérosaures, tout ça, qui ont vécu pendant l'ère mésozoïque. Parmi les membres de ce groupe, il y avait des variétés diverses, certains atteignant des tailles impressionnantes et possédant des caractéristiques étranges. C'est vrai qu'il y avait pour le coup pas beaucoup, il y a pas, on ne connaît pas beaucoup plus grand que les reptiles volants. Nos oiseaux actuels, c'est de la pisse de chat en comparaison de ce qu'ils volaient à l'époque. Plusieurs mètres d'envergure, il me semble. Il y avait des trucs qui faisaient des tailles. Il me semble que je vais balancer une connerie, mais je vais prendre le risque, pratiquement la taille d'une girafe. C'est pas une blague. Euh, et ça volait, quoi. Voilà. Bon, on va plutôt parler de planage, hein. C'est plus que ça planait. Il y a beaucoup de ces reptiles volants qui planaient plus qu'autre chose, mais c'est-à-dire qu'ils s'élançaient pour certains avec leurs tendons. Yeah, la musique est revenue. Ils s'élançaient avec leurs tendons. Et après, bah, les courants ascendants, tout ça, ils se balançaient dans le vide. Et voilà. Bref. Mais oui, effectivement, il y a eu des trucs absolument titanesques dans le ciel. Il y a eu aussi des oiseaux, des vrais oiseaux de, je crois, 3 mètres d'envergure. Donc on a eu des beaux bébés dans le ciel aussi. Mais euh, voilà, il y a eu peu de choses plus grandes que les reptiles volants dans le ciel, hein. Et déjà, il y a eu peu de choses dans le ciel finalement, en dehors de certains, enfin des insectes volants, des, des oiseaux et des reptiles volants. Vous avez d'autres exemples? Je pense que moi non, mais
Voilà, les airs, c'est pas évident d'aller dedans. Parmi les membres de ce groupe, il y avait des variétés très diverses, tout ça. Parmi les exemples notables de ptérosaures peu connus, on peut citer le tapejara. Je vais vous le montrer, celui-là je peux. C'est un... Oui, vous allez voir, c'est typique, c'est un reptile volant typique, avec une espèce de grande crête. Il n'était pas très grand, je crois, le tapejara comparé au reste. Où est-ce que je peux vous trouver une image un peu accurate? Ça aussi, c'est compliqué. Bon, ce sera pas super représentatif, mais vous, ouais, vous pouvez quand même vous fier à un truc du genre, je pense. On va vous prendre. Ça peut passer, ça, non? Ouais, mais sauf qu'on voit rien, c'est flou. Hmm. On m'a déjà fait la remarque, je vous le montre pas tout de suite parce que Twitch et que je sais jamais sur quoi je vais tomber en tapant des mots-clés au pif. Donc par sécurité, je préfère attendre un petit peu de trouver les images que je vais vous montrer avant de vous montrer quoi que ce soit. Je suis pas bien sûr de vouloir laisser voir un boob sur Google. Pas mal ça. Encore une fois, ce sera pas ultra représentatif, hein, mais c'est correct quoi. Par contre, il faut que j'aille retrouver l'image. Parce que maintenant, il me fait chier pour une autre raison. Ça passe ça? Absolument pas. Pourquoi ça passe pas? Bon, ça va être chiant. Ouais, bon. C'est pas super, mais on fera avec. Hop. Ce sera un peu pas top, mais voilà. Hop. Voilà. Voici le tapet de Jara. Un exemple de tapet de Jara. Encore une fois, ce n'est pas accurate, hein, mais globalement, ça ressemble à ça, quoi. Enfin, ça ressemblait à ça. Si vous voulez, je peux vous montrer un squelette, mais enfin, forcément, c'est moins joyeux, quoi. Hop. Voilà. Ici, très facile, c'est un exemple de Wikipédia. Donc, évidemment, et voici donc un exemple un peu plus accurate, du coup, de tapet de Jara avec ma tête devant. Voilà. Et oui, donc sachez que chez même pas que les dinosaures, hein, mais les reptiles volants aussi, on a souvent Chez nous, les primates, les mammifères, etc., on a tendance à avoir les visages bourrés de muscles. C'était pas autant le cas chez eux. Donc, quand vous prenez le squelette, voilà, le crâne d'un être humain et que vous le mettez à côté, par exemple, de ma tête, vous voyez pas forcément le lien tout de suite. Voilà. Et là, par exemple, si. Chez eux, si, parce qu'il n'y avait pas autant de nerfs, autant de muscles, etc. Et donc, j'avais donné un bon exemple la fois dernière, j'avais parlé d'un paquet cadeau. J'étais assez satisfait de moi, finalement. Donc, imaginez un paquet cadeau. Le paquet cadeau, c'est le crâne. Vous voulez vous voulez l'emballer dans du paquet cadeau. Ça, c'est oui, si, c'est la peau. Et entre les deux, vous voulez éventuellement mettre du rembourrage pour éviter qu'il arrive un truc au colis. Sans le rembourrage, vous avez un aspect parfaitement lisse qui fait le contour du crâne. Donc vous avez exactement l'aspect que le crâne devrait avoir avec la peau par-dessus. Ça se rapproche plus de celui-là, donc des dinosaures, des reptiles volants, etc. Et maintenant, si vous voulez faire un reptile, bien sûr, un mammifère ou un truc du genre, vous allez devoir bourrer de coton, de rembourrage, ce qui fait que votre paquet cadeau bien carré, bien cubique, va finir par devenir plutôt rond. Voilà. Bah, chez eux, comme ils ont très peu de coton, de rembourrage, qui représente tous les muscles, les nerfs et tout le bordel, ils en ont très peu au niveau du visage et même partout. Oui, ils sont bourrés de muscles, hein, mais ils sont pas autant bourrés de muscles que nous à certains endroits. Ça les rend beaucoup moins ronds. Et ça fait que la peau qui fait le tour, forcément, des os et de tout le reste, est très à plat.
Là où chez nous, on est très gonflé, quoi, finalement. Où est-ce que j'ai appris ça? Ah, j'ai la flemme de me lever, mais voilà. Là, j'ai regardé, j'ai commencé le tome 3 dans Ceci, qui est un manga, et je m'attendais pas à apprendre autant d'informations aussi accurate sur un manga, enfin dans un manga. Voilà, admirez Ceci, c'est très très bien, achetez-le, il est super. C'est un manga que j'ai commencé il y a 2 jours. J'ai pas reçu le premier tome, mais il va arriver. C'est pas du tout la faute au concepteur du manga, hein, ça c'est la faute à Amazon qui se fout de ma gueule, mais j'ai reçu le deuxième tome que j'ai dévoré hier, et j'ai commencé le 3, enfin j'ai commencé le troisième aujourd'hui. Et du coup, c'est très très bien parce que c'est fait en collab avec. Hop là. Les mangaka travaillent en collaboration avec Itaru, non, Shinichi Fujiwara, qui est chercheur consultant, oui, non, mais qui est. Je sais plus exactement qui il est, mais enfin, c'est quelqu'un qui a fait des études qui est diplômé dans l'étude des dinosaures, etc. Et ça, c'est très très bien parce que ça permet d'avoir des informations un peu correctes dans le manga, des vraies infos sur des espèces qui sont quand même un petit peu disparues aujourd'hui. Je vous disais que les dinosaures ne se sont pas éteints et qu'il reste les oiseaux, c'est vrai. Mais enfin, pour ce qui est des Tyrannosaurus rex, je ne sais pas si vous en avez croisé dans la rue récemment. Pas moi, malheureusement. Donc voilà. Et du coup, Shinichi Fujiwara est un professeur de zoologie. Non, ici, voilà. Un professeur de zoologie. Là. Et de paléontologie spécialisé en morphologie fonctionnelle. Il est diplômé en sciences de la Terre et tout un tas d'autres trucs. Voilà. Et donc, cette personne conseille le mangaka pas dans sa façon de créer l'histoire, mais dans les détails qu'il peut apporter, les informations véridiques, on va dire, à apporter sur le fonctionnement des espèces. Et c'est plus que juste des simples fun facts au détour d'une page, quoi. Il y en a quelques-uns, il y en a 3 ou 4 par tome, mais c'est sympa aussi d'ailleurs, hein. Par contre, c'est des grosses pages, hein. C'est une page où vraiment c'est que du texte, quoi. Bon. Le reste, c'est manga, hein. C'est classique, c'est juste une bande dessinée, donc c'est super. Mais voilà, si vous voulez des informations supplémentaires, vous pouvez aller vous pouvez lire cette partie-là, et c'est pas du tout nécessaire à comprendre l'histoire. Donc c'est vraiment juste pour les gros cassos comme moi qui adorent les informations supplémentaires sur les dinos et, euh, et sur les oiseaux par extension, hein. Voilà. La fois dernière, j'avais dit aussi que j'avais appris que les oiseaux peuvent inspirer et expirer en même temps. Moi, ça me trouve le cul. Je trouve ça trop stylé parce que moi, je suis pas capable de faire les deux. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais normalement, vous ne pouvez faire que l'un ou l'autre. Les oiseaux, ils font les deux tout le temps. Parce qu'ils ont une structure dans leurs poumons, ils ont un autre sac d'air qui leur permet de faire un stade transitoire, si vous voulez, entre le. Ils ont une réserve d'air qu'ils peuvent utiliser quand ils veulent. Euh, Ils ont comme un genre de pompe qui fonctionne à part de leurs poumons, ce qui leur permet de fonctionner sur une réserve pendant qu'ils font ce système, ce processus d'inspiration-expiration qui se renouvelle entre chacun des deux cycles. Ce qui fait qu'ils ont la possibilité de. Ils ont constamment une réserve d'air qu'ils peuvent respirer et ils peuvent inspirer et expirer en même temps. Et ça paraît super pratique de pouvoir avoir constamment une réserve d'oxygène et d'avoir énormément d'oxygène en stock dans le corps quand on est censé voler. Parce que plus on va haut dans le ciel et moins on en a de l'oxygène. Et parce que bah, c'est exténuant, donc il faut beaucoup d'oxygène vous avez déjà essayé de voler, ça doit être un petit peu fatigant. Donc ouais, logique que ça consomme beaucoup d'oxygène. Voilà, voilà. Et c'est aussi pour ça que les oiseaux n'arrêtent pas de bouffer tout le temps, hein. Il n'y a pas de période spécialement. Pour toutes les espèces, j'en sais rien, j'irai pas jusqu'à là, mais voilà, les oiseaux bouffent énormément par rapport à leur propre taille et un peu tout le temps. Voilà. Je parlais des piafs. On était sur les théropodes, non les ptérosaures. Alors,
Et donc effectivement, rien à voir avec les piafs. On croirait, mais non. Voilà, j'ai déjà des gens qui m'ont dit qu'ils pensaient que les oiseaux descendaient des reptiles volants, et on pourrait faire le lien parce que le Triceratops donne pas exactement donc l'espèce de grosse vache avec des cornes et une espèce de grosse collerette donne pas forcément l'impression d'être plus proche des oiseaux que les reptiles volants, qui avaient quand même cet avantage assez spécial de pouvoir voler. Mais en fait, non, non, c'est le Tyrannosaurus Rex et compagnie sont beaucoup plus proches des oiseaux que les reptiles volants. Parce que je rappelle, les oiseaux sont des dinosaures, ce qui n'est pas le cas des reptiles volants. Bref, pour revenir à ces couillons-là, parce que j'ai quand même pas envie d'y passer la nuit, ça fait déjà 1 demi-heure, 47 minutes que je parle. Voilà, ça arrive tout le temps, hein. Vous inquiétez pas, c'est normal ici. Mais on n'a toujours pas commencé. Vous vous rendez compte du niveau où, où on en est, quoi. Bref, comme j'ai dit, je pense que je vais sauter les ptérosaures parce que c'est un petit peu trop connu à mon sens. Et que en dehors de ce que c'est et de la taille, j'avoue que voilà, je cherche vraiment plus des trucs peu connus et avec des capacités spéciales, quoi. Des Pokémon finalement. Enfin, oui, voilà, je cherche des Pokémon. Et généralement, je trouve. Euh, Parmi les membres de ce groupe, il y avait des vérités stratégiques, machin. Le tapet Jara, un ptérosaure avec une crête, donc c'est le machin avec le squelette que je vous ai montré, avec une crête osseuse inhabituelle sur son crâne qui était probablement utilisée à des fins de display et de communication intraspécifiques. Là, je sais pas, soit ils se parlent entre espèces, soit c'est une façon, c'est de la communication, quoi, soit, je sais pas, c'est peut-être autre chose. Le Quetzalcoatlus, alors celui-là, je crois que c'était l'un des plus grands connus, si pas le plus grand. Donc envergure énorme, de plus de... Ah oui, voilà, bah, je vois en dessous, 11 mètres. 11 mètres d'envergure, un machin de 11 mètres d'envergure, qui vole. Oui, il vole, enfin, il volait. Était l'un des plus grands ptérosaures connus, avec une envergure estimée de 10 à 11 mètres pour le Quetzalcoatlus, et il est souvent considéré comme l'un des plus grands animaux volants ayant jamais existé. Oui. Et je vous parlais tout à l'heure d'un piaf de 3 mètres d'envergure, ce qui était déjà pas mal. Celui-là, il en fait 11, et c'est pas un piaf, hein, c'est pas du tout un piaf, c'est pas un dinosaure, mais 11 mètres d'envergure. Imaginez le bordel, quoi. Ce truc est plus grand qu'une voiture. Déjà rien que ça, voilà. Et même plus grand que pas mal de bus, finalement. Donc, impressionnant. Imaginez un bus qui vole, finalement. C'est pas pour tout de suite. Alors évidemment, bon, il se fait éclater par les avions, je pense, en termes de taille, mais ce n'est pas un avion. Est-ce que ça se compare finalement? Non. Une autre espèce de ptérosaure peu connue est le Nemicolopterus, qui était remarquable pour sa petite taille avec une envergure d'environ 25 cm, ce qui est petit en comparaison des 11 mètres de l'autre kéké. Cette taille inhabituellement petite pour un ptérosaure suggère qu'il pourrait avoir eu des modes de vie et des comportements uniques par rapport à ses parents plus grands. Les ptérosaures étaient des créatures fascinantes qui ont évolué pour occuper une grande diversité d'habitats et de niches écologiques pendant leur règne. Leur disparition, comme celle des dinosaures, nous avient avec lesquels non-aviens, je sais pas lire. Donc là, c'est les fameux. Donc les dinosaures non-aviens, c'est ceux qui veulent pas. Les dinosaures aviens, devinez qui c'est. Indice, ils existent encore. Avec lesquels ils partageaient leur époque, reste l'un des mystères les plus intrigants de l'histoire de la vie sur Terre. Bon, je suis un emmerdeur, donc je dirais que non. Mais ça reste très intéressant, hein. Mais c'est pas l'un des mystères les plus intrigants de l'histoire de la vie sur Terre. La vie est beaucoup plus complexe et intéressante que ça, je trouve. Mais je vous ai dit, je suis un emmerdeur. Donc on va réessayer autre chose. Voilà, encore. Parce que je ne suis pas satisfait. Je m'autorise parfois les jokers. Si vous avez particulièrement envie qu'on passe là-dessus, dites-le dans le chat, hein, je lis. Mais voilà, sachez que voilà, je m'octroie des jokers. Mais si le chat veut qu'on s'intéresse plutôt à ça, le but c'est justement d'essayer de voir un peu ce que les gens en pensent, de faire ça avec les gens, quoi. Donc, vous êtes prioritaire. Un autre exemple d'une espèce disparue peu connue avec des propriétés étranges est le Stromatoveris, un organisme fossile qui a vécu il y a environ 580 millions d'années pendant l'ère édiacarienne. Je ne connais même pas le nom de l'ère, hein. Le Stromatoveris est considéré comme l'un des premiers animaux complexes
de la Terre, mais il reste encore largement mystérieux en raison de son anatomie étrange et de son mode de vie peu clair. Il ressemblait à un structure. Ah d'accord, donc on est sur un micro-organisme en fait. Bon, j'ai une catégorie pour ceux-là, mais bon, ici, concrètement, il rentre dedans, donc on va quand même le faire. Une structure tubulaire en forme de sac, avec des structures semblables à des filaments qui s'étendaient à partir de son corps. Certains scientifiques pensent qu'il pourrait avoir été un organisme sessile, ne pas confondre avec Michel, bien sûr, attaché au fond marin, tandis que d'autres théories suggèrent qu'il aurait pu être capable de se déplacer lentement. Ce qui rend les Stromatophéris si fascinants, c'est qu'ils remontent à une période de l'histoire de la Terre où les formes de vie étaient encore relativement simples et où les premiers animaux multicellulaires faisaient leur apparition. Donc on n'est effectivement pas sur de la girafe, quoi. Comprendre l'anatomie et le mode de vie du Stromatophéris pourrait fournir des indices précieux sur les origines et l'évolution des premiers animaux de la Terre. Bon, alors, je veux bien vous le montrer du coup, mais je suis pas persuadé que ce soit très intéressant à regarder. Stromatophéris. Et puis là, pareil, hein, vu comme c'est écrit, c'est pas une espèce, c'est un genre, je pense. Stromatophéris. Ah, j'ai déjà entendu parler de ce truc. Et oui, tout à fait. Le côté cool, c'est que ça a l'air d'être un petit peu connu, mais par les scientifiques et pas par moi. Donc, moi, ça m'intéresse. Et peut-être que vous connaissez pas. Non, ça, c'est pas la bonne cam, c'est celle-là. Voilà. Donc, oui, on est d'accord. Oui, oui, on dirait une plante. Mais non, c'en est pas une. D'ailleurs, sachez que énormément d'organismes aujourd'hui dont on dirait que c'est des plantes n'en sont pas. À commencer par les champignons, qui ne sont pas des plantes. Ce ne sont pas les animaux non plus. C'est un troisième genre, un troisième type de vie. Imaginez globalement que bon, il y a plein de façons plus ou moins précises et détaillées, voilà, de classer le vivant. Mais imaginez, pour faire court, qu'il y a les plantes, les animaux et les mycètes. Voilà. Si on ne le retient pas, c'est certainement à cause de son nom casse-couille, qui inclut globalement tous les champignons. Et voilà, donc quand vous allez au Colruyt et que vous regardez les champignons qui sont qui sont au frais, bon ça c'est normal, mais qui sont surtout dans le rayon des légumes, voilà, comprenez ma rage. Je vous ai dit, je suis en emmerdeur, hein. Bref. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi des cnidaires, un autre mot bien chiant pour définir des trucs compliqués. Euh, Typiquement, la méduse est un cnidaire. Et là, vous vous demandez peut-être quel rapport entre la méduse et les plantes. Et c'est justement ce que j'essaie de vous expliquer, il n'y en a pas. Mais les méduses ont un mode de développement un peu spécial. Il faut imaginer que les méduses se reproduisent par un système d'usine. Bon, c'est ce qu'on fait chez nous, hein, ça s'appelle la machine cellulaire. Euh, c'est vos cellules qui se reproduisent, quoi. Et c'est juste que c'est des cellules spécialisées quand vous reproduisez fatalement avec un pote. Enfin, généralement, c'est plus qu'un pote, mais bref. Et voilà. C'est ce qui se passe normalement dans ces conditions-là. Euh, mais chez eux, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Et donc, on va dire, ils ont une usine, un organisme qui sert d'usine et qui va se planter quelque part et qui ressemble fort à une plante et qui va pratiquer ce qu'on appelle le bourgeonnement. C'est pas une plante. Et il bourgeonne. Voilà, c'est ce que vous voulez que je dise de plus. Et après ça, il va bourgeonner. Qu'est-ce que c'est ça veut dire quoi? Il va développer des sacs dans lesquels vont se trouver des bébés méduses qui va finir par relâcher à un moment. Et la méduse va se barrer faire sa vie et puis se reproduire et lâcher à son tour cet organisme dit enfin moi que je dis que c'est une usine, moi que je dis, voilà. Et cette usine va à son tour se planter dans le sol et refaire des méduses et ainsi de suite. Voilà. Et donc c'est souvent des trucs dont on dirait que ça ressemble à des plantes, mais en fait c'est pas des plantes. Et il y en a plein des trucs comme ça.
Et voilà, le corail, par exemple, c'est pas une plante non plus, c'est un animal. Il y a énormément de trucs dans le monde vivant dont on croirait que c'est des plantes, mais que ça en est pas. Voilà. C'est pas parce que ça ressemble à des algues ou autre que ça en est, sachez-le. Et donc ici, on est totalement pas sur une plante, mais totalement sur un animal. Et pourtant on dirait pas quoi. Le truc a, bon, on dirait une feuille quoi. Hein, on dirait totalement une grosse feuille. Un mix entre une feuille et une algue. Et pourtant, c'est un animal. Alors, comment tu... Quoi? Est une espèce fossile d'animaux rangéomorphes. D'animaux, oui, rangéomorphes, du genre fossile des Stromatoveris. Donc on est effectivement sur un genre et pas une espèce. Euh, la différence, c'est un groupement d'espèces, si vous voulez. Non, c'est bon, tout va bien. Donc, ah non, effectivement, ça bloque parce qu'on n'a pas de réseau. Pour le réseau, je suis désolé, je peux pas faire plus, hein, malheureusement. Ces temps-ci, j'ai vraiment un réseau de merde. Donc voilà, je fais un peu avec ce que j'ai. Voilà. Donc, voilà. Donc oui, on est sur des animaux, j'allais dire des plantes. Donc on est sur des animaux. C'est un genre, donc c'est un groupement d'espèces. Imaginez les félins, je suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est un genre, je me demande si c'est pas plutôt un clade, mais enfin imaginez quand même que globalement c'est un groupement d'espèces. L'idée est la même, c'est juste que c'est à une échelle plus large. Donc voilà, les félins, c'est un groupement d'espèces. Le chat européen, c'est une espèce. Mon chat. C'est un chat, c'est un chat. J'ai un chat noir européen, c'est une espèce. Voilà. Et pas spécialement le fait qu'il soit noir, je crois, mais le chat européen, c'est une espèce. Les tigres sont des espèces, il me semble. Voilà, il y a plein de. Le lion, Panthera leo. Oui, celui-là, je connais son nom phylogénétique. C'est une espèce. Euh, et voilà. D'ailleurs, je dis le lion parce qu'on en a un en tête, mais il n'y a pas toujours eu qu'un seul lion. Et je me demande même s'il n'existe pas encore aujourd'hui plusieurs espèces de lions, mais là, j'en sais rien. Je ne saurais pas vous dire. Par contre, il y a eu différentes espèces de lions. Ça, c'est une certitude. Mais parce que je me souviens avoir vu des explications là-dessus sur le fait qu'il y avait différentes espèces de lions. Il y avait. Quand je dis il y avait, je parle pas d'il y a 10 ans, hein, je parle plutôt du genre les Romains, quoi. Du temps des Romains, on avait des lions des montagnes et tout un tas de trucs du genre. Bon, là maintenant, on n'a plus beaucoup. Je sais pas s'il existe encore différentes espèces de lions, mais en général, vous tapez lion, vous tombez sur Panthera leo, quoi. Hein. Voilà, lion, Panthera leo. Une espèce, c'est ça, hein. C'est une espèce de mammifère carnivore. J'ai l'idée. Voilà. Euh, je ne pense pas qu'il existe encore d'autres espèces de lions, mais il en a existé d'autres, évidemment. Voilà. Elle revient pas la musique, il veut pas là, vraiment. Je vais forcer un coup, mais on va se retaper une pub de 250 ans là. Merci YouTube. Hein. Bref. Pour revenir à notre pote. euh, Donc, une espèce d'animal très ancienne à une époque où les trucs ne font généralement pas cette taille et où les animaux ne sont généralement pas si complexes, puisqu'on est sur le début de la complexité de la vie. Généralement, on est vraiment sur des organismes très très simples, entre guillemets, qui n'ont pas du tout une tronche aussi développée que celle-là, quoi. D'autant que ce truc a l'air de faire quand même plusieurs centimètres. On l'a lu tout à l'heure sur ChatGPT que généralement on n'est pas du tout sur cette taille-là, quoi. Était un organisme sessile. Alors je sais, sessile, que c'est un... Je fais une blague tout à l'heure. Je sais que c'est un trait pour retrouver, un trait anatomique pour pouvoir catégoriser les plantes, pour pouvoir les retrouver quand on... C'est un exercice que j'ai dû faire moi, pour ma première année de bachelier en biologie. On m'a filé un bouquin et on m'a dit voilà, maintenant, va dehors, colle ton nez sur les plantes. Mauvaise idée, je suis allergique au pollen, mais fais-le quand même. Et dis-nous ce que c'est.
Et donc, sessile, c'est un des termes sur lesquels il fallait se baser pour retrouver la plante. Et voilà. Et donc, c'est quelque part dans les stries de la feuille ou des trucs comme ça, je ne saurais plus vous dire, peut-être la forme ou l'ondulation. Voilà. C'est un terme technique pour définir la tronche de la plante. Sessile. Ce titre fait référence à plus d'une page. Merde. Hop. Sessilité est une notion de biologie en anatomie pour un élément, généralement un organe. La sessilité est le fait d'être inséré directement, sans pièce intermédiaire, sur le corps ou sur un autre élément. Donc c'est quand il n'y a pas de tige, si je comprends bien. C'est ça. En botanique, la sessilité pour une feuille, une fleur ou un fruit, c'est le fait d'être directement rattaché à la tige sans pétiole ou pédoncule. Donc là, il y a une tige, mais il n'y a pas de ramification à cette tige, si vous voulez. Alors que souvent j'en sais rien, mais sur les cas qu'on m'avait montré en cours, souvent on avait des plantes, des feuilles avec donc la tige, et puis des ramifications, donc des espèces de mini-tiges qui partaient sur le côté, et puis la feuille qui partait de cette tige. Et en fait là du coup il n'y a pas. Là c'est juste la tige, la feuille. Voilà. Pas besoin de s'emmerder plus que ça. L'important c'est que ça tienne finalement. Ou même que ça tienne pas, parce que ça dépend si les graines sont pas dessus, mais c'est sur les fougères qu'on a les sporanges qui contiennent donc globalement le, on va pas dire le sperme, mais imaginez que c'est ça quoi. Ils sont associés à ceux du genre. Non, j'ai sauté une ligne. Machin. Donc c'était il y a 500 millions d'années, entre 516 et 520. Ils ont été découverts dans les gisements d'endroits très chiants à prononcer. Xinjiang au Yunnan, ils sont associés à ceux du genre Carnia et font ensemble partie de la faune de l'Ediacaria. Donc ça c'est la période et je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est le tout début de la vie finalement j'imagine. Autrefois appelée la faune vendienne, ça je connais, et constitue l'organisme énigmatique fossile en forme de feuilles ou de tubes datant de l'Ediacaria de moins 635 millions d'années à moins 541. La dernière période géologique de l'ère néoprotérozoïque. Elle doit son nom aux collines Ediacara, situées à 650 km au nord d'Adélaïde, en Australie. Les fossiles de ces organismes ont été découverts dans le monde entier et font partie des plus anciens organismes pluricellulaires complexes connus. Voilà. Oui, parce qu'à l'époque déjà, c'était pas courant d'avoir des organismes aussi complexes, mais c'était encore moins courant d'avoir des organismes construits avec plusieurs cellules. Vous êtes un organisme pluricellulaire. Voilà. Vous avez différents types, différents types et différentes couches de cellules dans le corps. Vos yeux, c'est plein de types de cellules différents. Votre peau aussi, tout ça. Imaginez qu'il y a des cellules qui qui sont des organismes à part entière. Voilà. Enfin, pour faire très court. Il faut imaginer que y a des trucs qui ne sont qu'une seule cellule et que c'est des organismes. Quoi. Ils sont comme vous, sauf que ils sont une cellule. Alors que nous, on est plein de cellules qui fonctionnent ensemble. Voilà. Il veut pas YouTube ce soir, c'est une catastrophe. J'arrive pas à faire. Enfin, moi je peux rien faire, hein, c'est une question de réseau, mais voilà. Le réseau ne veut juste pas fonctionner. En général, j'essaie de mettre ma 4G ou quoi, mais là je ne saurais pas. Donc le réseau fait n'importe quoi ce mois-ci, c'est compliqué. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Donc, et pourtant, je suis pas en train de forcer. Genre YouTube est en qualité minimum sur tout, donc je ne sais pas. Donc on était sur le Stromatoveris qui se situe dans le début de la complexification de la vie. D'accord. Non, ça c'est Shinichi Fujiwara, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais il a rien à foutre là. Hop. Ça c'est le tapet de Jara, on peut l'enlever. Ça aussi on peut l'enlever. Ça c'est toujours le tapet de Jara, on s'en fout. La faune de machin, on l'a vu. Alors,
Ah oui, j'avais pas vu, mais on a droit à un mini arbre phylogénétique. Enfin, j'avais vu, mais j'avais pas fait le lien. C'est bien, ça va permettre d'aborder un autre point, ça. Donc, machin ont été découverts. Par là, du fait de son développement, il ne représente pas d'affinité avec les Pénatulacées, bien sûr. Et c'est plutôt considéré comme un cténophore basal sessile, ou tout au moins un organisme sessile étroitement apparenté au cténophore. Vous avez rien compris, moi non plus. Une analyse phylogénétique effectuée en 2018 par Jennifer Oyal Kutil et Jian Han l'apparente plutôt aux autres formes de fronde idiacariennes regroupées dans l'embranchement des pétalonamées. Oui. Bon, c'est un animal qui a une tranche de plante, quoi. On va pas aller plus loin. Et donc ici, sympathique à regarder. Donc vous avez ici le règne. Là, non, pas, tu peux le faire, t'inquiète, tu vas y arriver. Ça là, c'est le règne animal. Ensuite, vous avez les eumétazoa, je sais pas ce que c'est. E, en latin, c'est souvent pour dire vrai. Parce qu'il faut différencier les organismes qu'on considère être réellement tels qu'on les classe et ceux qui ne le sont pas. Voilà. Et vous l'avez pour à peu près tous les termes, hein, il me semble, parce que la vie ne se range pas facilement, elle n'a pas été pensée pour. Ce qui fait que euh, la vie existe parce qu'elle fait de la diversité. Donc, demander à la vie de répondre uniquement à certaines catégories, c'est pas possible. Ce qui fait que vous avez des trucs qui ont des catégories enfin, des caractéristiques de catégories dans lesquelles on ne le classera pas parce qu'il n'a pas assez de caractéristiques de ces autres catégories. Et du coup, on le case un peu là où on peut. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'organismes qui sont un peu le cul entre deux chaises, qui sont classés dans certaines boîtes alors qu'ils ne devraient pas y être, mais tu ne peux pas les caser ailleurs non plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? bah, on fait semblant qu'on sait ce qu'on fait et qu'on est très professionnel, mais sur le côté, on change pas, quoi. Donc voilà. Et vous pouvez voir, ici pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, que les éponges sont des animaux. C'est totalement des animaux, formant l'embranchement basal de frères des eumétazoaires. Je ne sais pas ce que c'est, on s'en fout. Elles sont définies comme des métazoaires sessiles, machin. C'est super. Donc bref, les éponges, c'est les animaux. Et ce sont des potes relativement proches sur l'échelle phylogénétique de nos potes, les Stromatoveris, Ctenophora, les cténophores, les cténaires sont les organismes marins carnivores transparents et à symétrie rotationnelle. Donc les méduses, il me semble, ça en fait partie. Ils sont planctoniques et pélagiques et représentés par près de 150 espèces répandues dans dans tous les océans du monde. Ils se déplacent grâce à des cils. Ah, peut-être pas alors. Méduse cténaire. Je cherche à savoir s'il y a un lien entre les méduses et ce truc-là. Et il y a pour moi une racine intéressante entre les les cténaires et les cnidaires, sachant que les méduses sont des cnidaires et que les cténaires, c'est le truc qu'on est en train d'observer. Malgré leur corps gélatineux et leurs tentacules, les cténaires, aussi appelés cténophores, ne sont pas des méduses. Vous le voyez ça ou pas? Non. Je vais vous le montrer. Non, pas ici, ça c'est ma tête. Hop. Ne sont pas des méduses. Cténophore vient du grec kténos pour peigne et phoros pour porteur. Les cténophores sont tous porteurs de 8 rangées de peignes constituées de milliers de cils propulsant l'animal. Comment ça s'appelle ça déjà? Non, pas ici. Est-ce que ça s'appelle Si, c'est ça, bacille. Euh, Est-ce que c'est pas un cténaire? Pas l'air non plus, je verrai ça plus tard. Donc, pour revenir à nos Stromatoveris,
Oui, bon, je pense qu'on a fait le tour de ce qui est intéressant à regarder. Bilatéralia, donc ce ne sont pas des organismes bilatéraux. Ce qui veut dire que si vous le coupez en deux, vous avez, enfin, ne le coupez, enfin, vous pourriez pas, mais si vous pourriez, ne le faites pas. Si vous le pouviez, ne le faites pas. Si vous le coupiez en deux, vous auriez une symétrie. Alors, aucun organisme n'est réellement parfaitement symétrique, mais voilà, là, vous prenez ma tête, vous tracez une ligne, vous imaginez pouvoir plier ma tête en deux, si imaginez très fort, vous aurez les deux faces qui se colleront plus ou moins l'une sur l'autre, quoi. Ça fera plus ou moins les mêmes dimensions, voilà. J'ai plus ou moins deux côtés symétriques. Bah, ce truc-là, non. Voilà. Puisqu'il n'est pas dans la branche des organismes bilatéraux. C'est toujours un peu, même pour un amateur, je trouve ça un peu sympa de regarder un peu les arbres phylogénétiques quand ils sont proposés parce que, bon, c'est énormément de termes très chiants et très compliqués, mais heureusement sur Wikipédia, on a souvent la description. Donc voilà. Et, c'est pas des appellations qui sortent de nulle part. Ce sont des noms qui sont basés sur des mots latins. Et c'est pas des noms qu'on donne sans aucun sens. Et le sens n'est pas spécialement alambiqué. On donne des mots qui sont finalement des adjectifs, si vous voulez, des espèces. Donc quand on tombe sur un nom latin, c'est parce qu'il est en latin qu'il a l'air compliqué et qui décrit éventuellement tout un tas de caractéristiques avec lesquelles on n'est pas familier. Mais en fait, c'est juste une question d'apparence. Concrètement, c'est pas si simple que ça de lire un arbre phylogénétique. Pas si dur que ça de lire un arbre phylogénétique. Ça peut paraître impressionnant, mais je trouve pas que ce soit si dur que ça. Il faut savoir comment ça se lit et il faut savoir faire des recherches finalement, mais bon, voilà quoi. Ce n'est pas aussi dur que ce qu'on pourrait croire, c'est pas juste des termes extrêmement compliqués, super complets, ils sont compliqués, mais ils sont plus compliqués parce qu'ils sont pas clairs et très vastes, si vous voulez, que parce qu'ils sont super précis. Voilà, c'est beaucoup d'étymologie, hein, la phylogénétique, plus que vraiment autre chose. Et quand vous avez compris ce que veut dire le mot en question, vous avez compris la caractéristique propre à toutes les espèces qui sont dans ce groupe. Parce que c'est comme ça qu'on fait. Quand des espèces descendent d'un ancêtre commun relativement proche, elles ont toutes une caractéristique que leur ancêtre leur a transmise. Et donc, cette caractéristique-là, on va dire, voilà, bah, c'est leur caractéristique, c'est leur spécialité à eux, on va leur donner ce nom-là, et les descendants auront forcément cette capacité-là aussi. Voilà. Euh, et c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Et du coup, pour revenir, voilà, bilatéralia, par exemple, c'est les bilatéraliens, c'est pour parler de tous les trucs, tous les organismes qui ont une symétrie bilatérale, quoi. Donc il y a un côté gauche et un côté droit qui se ressemblent, une symétrie, quoi. Et voilà, c'est un petit peu l'étymologie, mais ça peut très vite être fun. D'ailleurs, j'avais pas vu, mais les cnidaires ne sont pas loin des cténophores qui nous intéressent là. Les cténophores sont là, et les cnidaires sont ici. Bon, ça reste des cousins relativement lointains quand même, hein, finalement. Il y a quand même plusieurs séparations, il y a plusieurs générations de genre. C'est même pas des espèces là, c'est des lointains cousins, mais ils sont là quand même. C'est quand même un arbre phylogénétique vulgarisé et résumé. Donc voilà, c'est pas. Ils prennent large, mais ils prennent quand même une partie. Si ça apparaît dedans, c'est que c'est pas aussi lointain que ce qu'on pourrait croire. Mais c'est lointain quand même. Bref, donc à la base, on voulait parler du Stromatoveris un peu plus autrement que comme ça. Donc c'est un organisme qui date d'il y a longtemps, à un moment où les trucs étaient pas spécialement complexes et surtout où ils étaient unicellulaires, une seule cellule. Et c'est l'un des premiers qu'on ait trouvé en tout cas qui commence à partir sur de la pluricellularité, c'est-à-dire que c'est plusieurs cellules pour un seul organisme. Euh, et en plus, il est grand, il est complexe, il a une tronche de plante alors qu'en fait c'est un animal. Bref, c'est intéressant. Euh, les plumes de l'édiacarien, un grand animal disparu. Stromatoveris.
Biradière. Cyril Langlois, je connais ce nom. Oula. Bon. Machin, tout ça rappelle les fossiles. Jusqu'aux années 50, l'apparition des organismes pluricellulaires macroscopiques dans le registre fossile était supposée remonter au Cambrien vers 541 millions d'années. Le Cambrien, je connais. Commençait alors le phanérozoïque, on dirait un nom de médicament, Léon, des animaux visibles, qui suit le protérozoïque, d'avant les animaux. Donc en gros, déjà vers le Cambrien, ça commence doucement à se former, on commence à avoir des animaux un petit peu complexes, quoi. Depuis lors, un nombre croissant de formations rocheuses datées de la fin du protérozoïque ont livré des fossiles d'organismes macroscopiques, pour la plupart interprétés comme des animaux cnidaires, éponges ou méduses, ou euma- eumétazoaires, des animaux vrais. Voilà, hein, on reprend la fameuse terminaison en E. E, c'est vrai. Voilà. Merci le latin. L'apparition des pluricellulaires semble remonter ainsi non plus à 541 millions d'années, mais à 600 millions d'années au moins, à la sortie des trois grandes périodes glaciaires d'échelle mondiale. Les terres boules de neige ou Snowball Earth, identifiées depuis les années 90. Ces fossiles sont maintenant rassemblés sous l'appellation de faune ou biote d'Ediacaria, du nom de l'un des gisements majeurs où ils ont été décrits dans la colline d'Ediacaria en Australie. Les fossiles décrits dans les différents sites connus aujourd'hui d'âges différents ont été regroupés en trois assemblages d'âges et d'écologie distincts. Les fossiles récoltés sur les sites d'Ediacaria sont les plus souvent des moules ou des empreintes logiques. Ces fossiles à multiples rameaux caractéristiques des gisements édiacariens ont évidemment fait l'objet de tentatives de classification et d'interprétation. On veut savoir ce que c'est et où le ranger dans l'arbre du vivant. Plusieurs sous-ensembles en ont été proposés, les rangéomorphes, les formes en fronde ou en plume, rapprochées du type Rangea, et les ernietomorphes, ou les dicynsiomorphes. Ils veulent faire à chaque fois plus compliqué à lire. Si on y inclut le fossile machin. En lame aplatie, attachée, tout ça on s'en fout. L'organisation singulière de ces fossiles a donné lieu à un grand nombre d'attributions phylogénétiques. Leur appartenance à un seul et même ensemble également a été mis en question. Plus gênant encore, dans la mesure où certaines espèces de morphologie différentes se retrouvent associées sur un même site et parfois sur une même strate, certains chercheurs ont rappelé que plusieurs interprétations restent envisageables. On trouve des organismes qui se ressemblent à un même endroit dans la couche du sol. Donc ça veut dire que ces espèces existaient en même temps, temporellement parlant. Des espèces différentes reliées phylogénétiquement, c'était des cousins, potentiellement des cousins. Des, écomo- des écomorphotypes des écomorphotypes différents, c'est-à-dire des variations morphologiques entre individus d'une même espèce associées à des conditions du milieu distinctes. C'est des cousins très proches, mais la vie les fait ressembler à des trucs très différents. Voilà. Parce qu'ils ont dû évoluer, et voilà. Et du coup, on dirait que ça n'a rien à voir, alors qu'en fait, c'est très similaire. Des étapes d'un même cycle de développement. D'accord. Une majorité des chercheurs concluaient cependant qu'il s'agissait d'organismes animaux, mais discutaient de leur position par rapport aux spongiaires, aux cnidaires, aux coroméduses et aux eumétazoaires, animaux bilatériens, anciennement appelés les triploblastiques. Heureusement qu'on est parti sur bilatéralien, c'est moins chiant. Stromatoveris, l'idiacarien du Cambrien. En 2006, une équipe sino-anglo-japonaise publia la description de fossiles exhumés dans les couches du Cambrien inférieur de deux localités du célèbre Machin, en Chine. Euh, Ces spécimens, attribués à la nouvelle espèce Stromatoveris psygmoglena, présentent des ressemblances avec les formes édiacariennes. On y retrouvait une structure ancrée sur le substrat par un pied d'où se ramifient des branches elles-mêmes subdivisées.
Bon, on dirait des plantes. C'est un petit peu la caractéristique principale du truc. Tout le monde le dit partout tout le temps. On dirait des plantes. Éventuellement des plumes ou des feuilles, mais enfin on dirait des plantes quoi. Tridimensionnel. Oui, on dirait des plantes. Conclusion, cette nouvelle interprétation a donc deux implications importantes. D'une part, elle signifie qu'un groupe animal s'est développé à la fin du Précambrien et a constitué un élément important des communautés biologiques d'alors, avec une organisation originale et un mode de vie spécifique, avant de disparaître intégralement, sans laisser aucun représentant après le Cambrien. Parce que oui, ce truc, on n'en trouve plus. Donc ce truc a existé, s'est diversifié, a mené une vie sympathique, jusqu'à ce que ça marche plus. Cette disparition pose des questions qu'il faut sans doute chercher dans des changements de l'environnement et de ces organismes. Oui, donc en gros, il y a très certainement eu un problème quelque part dans le réchauffement climatique de l'époque ou, je sais pas, un changement de la composition de la flotte. Bref, il y a un moment où il s'est passé un truc que ces organismes-là n'ont pas bien tanké. Et ils ont tous disparu. Euh, Sans laisser aucun représentant après le Cambrien, cette disparition fait poser des questions quand même, tout à fait. Euh, donc la chimie des eaux, le contenu en particules, le climat, compétiteur, est-ce qu'ils se seraient pas fait baiser par une autre espèce et qu'ils auraient plus pu manger finalement? Structure des écosystèmes. Parmi les hypothèses avancées, l'apparition des animaux fouisseurs, elle-même reliée à une oxygénation accrue des eaux et des dépôts qui, en remaniant les sédiments sur plusieurs centimètres, détruisaient les tapis bactériens qui les tapissaient et qui constituaient probablement la base de réseau trophique du Précambrien. J'ai pas compris ce que j'ai lu, mais d'accord. On pense qu'il y avait des animaux fouisseurs, qui fouillaient dans le sol, quoi, reliés à une oxygénation accrue des eaux et des dépôts qui, en remaniant les sédiments sur plusieurs centimètres, détruisaient les tapis bactériens. Oui, en fouillant dans le sol, forcément, du coup, ce qui se trouve dans le sol bouge. Et qui constituait probablement la base des réseaux trophiques du Cambrien. En quoi ça aurait mené à la disparition de l'espèce, j'ai pas bien compris. D'autre part, elle indique que ce groupe était encore représenté au Cambrien, contrairement à ce qu'on aurait pu penser précédemment. Autrement dit, au Cambrien ancien, vers 525 millions d'années, coexistaient des groupes d'animaux apparus plus tôt à l'édiacariens, euh, comme les échinodermes. Les échinodermes, c'est quoi? C'est les oursins, c'est les étoiles de mer, c'est les concombres de mer aussi, les mollusques. Bon, les mollusques, ça c'est plus simple, je pense que vous l'avez. Les arthropodes, c'est entre autres les insectes, mais c'est globalement tous ces trucs. C'est je pense que c'est une très large partie des invertébrés. Voilà. Mais les mollusques sont des invertébrés, hein, mais voilà. Plus ou moins tout ce qui ressemble à des insectes, mais qui n'est pas un insecte, c'est un arthropode. Voilà. Comme les trilobites. Voilà, vous voyez, c'est pas vraiment. Ça ressemble vaguement à un insecte, je trouve, mais on dirait que c'est à mi-chemin entre un mollusque et un insecte. Je sais pas si vous savez ce que c'est un trilobite. Bon, il me semble quand même que c'est quelque chose d'un petit peu connu, mais ça ressemble un peu au limule, il me semble. Enfin, ressemblait parce que ça n'existe plus. On dirait un croisement entre un cochon de cave et une limule. Voilà. Vous le voyez là? Oui, tout à fait. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, il ne reste que les limules, qui, il me semble, sont des cousins, des descendants, quelque chose dans le genre de lointain. Mais voilà quoi. Oui, évidemment, c'est flou, mais bon, vous voyez l'idée quoi. Gna gna. Donc, autrement dit, au Cambrien ancien, coexistaient des groupes d'animaux apparus plus tôt à une période qui était avant les Diacariens, la période qui nous intéresse pour l'apparition de l'espèce dont on parle là. Mais donc il y avait aussi à ce moment-là plein d'autres espèces comme les échinodermes, les mollusques, les arthropodes et d'autres formes qui sont apparues ensuite au début du Cambrien. Bref, c'est une période
très large quand même, hein, qui s'étend sur plusieurs millions d'années, de diversité, quoi. C'est un petit peu un boom de diversité, c'est le moment où la vie commence à se complexifier et donne énormément de choses différentes. Avec une vingtaine de millions d'années plus tard, dans les schistes de Burgess par exemple, les Pétalonamées ont disparu. Donc on découvre quand même que beaucoup de variétés se forment, d'accord, mais il y a aussi plein de ces espèces qui viennent d'être créées, qui se forment, qui meurent malheureusement, qui ne survivent pas. Bah, c'est pour ça que la vie est si variée, hein. C'est parce qu'il a fallu faire plein d'essais, si vous voulez, et que seul ce qui a tenu le coup est encore là aujourd'hui. Voilà, mais aujourd'hui, la vie qu'on observe dehors n'est qu'une infime partie de toutes les idées qui ont été balancées par la nature, si vous voulez. Et ça aussi, c'est ce qui la rend très intéressant. Ce qu'on a aujourd'hui, ce n'est que le résultat de produits fonctionnels et très chanceux qui ont traversé l'histoire. Une histoire de près de 5 milliards d'années quand même. Entre 4 et 5 milliards d'années environ, potentiellement, minimum. Bref, c'est quand même pas rien. Ça fait réaliser un petit peu à quel point on a de la chatte, quoi. C'est pas passé loin, hein. Déjà à ce que la vie se crée, et puis même si on n'est pas trop sûr de comment elle s'est créée, déjà vu les hypothèses qui existent aujourd'hui, ça n'a pas l'air de, ouais, on a failli ne pas exister, et puis surtout c'est impressionnant qu'on ait continué d'exister si bien pendant si longtemps avec tout ce qui nous tombait dessus, hein. Entre la compétition, prenez les mammifères et les dinosaures, et les catastrophes écologiques, comme par exemple une comète ou un météore qui vient s'écraser sur le coin de la figure de la planète, on a eu un petit peu chaud au derche. Et puis évidemment les volcans, tout ça. Oui, parce que là je parle de la météorite, mais pour les dinosaures, il n'y a pas eu qu'une météorite. Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein. On a une tendance à imaginer que les dinosaures ont disparu, genre ils ont pris une comète sur la tronche et puis c'est tout. Non, comme toutes les extinctions de masse finalement, ou presque, ça prend des millions d'années, ça prend des plombes, ça se fait pas en 2 secondes, hein, au moins des milliers d'années. Toutes les extinctions de masse ont pris énormément de temps. Curieusement, la dernière en date euh, est la plus rapide qui ait été enregistrée au niveau de la Terre, et devinez qui la provoque. Voilà, hein, le fameux Anthropocène. Voilà. Merci l'être humain de ruiner assez brillamment tout ce que la vie a pu entreprendre de mieux et qui tenait très bien pendant plus de 4 milliards d'années jusqu'à finalement pas très longtemps, quoi, même pas 1000 ans. On est très doué pour détruire tout ce qu'on touche. Donc, euh, on voit par exemple encore une fois l'importance de l'obtention de nouveaux spécimens parce que donc on n'a pas beaucoup d'informations, que ce truc n'a pas tenu très longtemps, donc très intéressant à observer parce que innovation au niveau du vivant, mais ça n'a pas tenu très longtemps. D'où le fait que on n'a pas beaucoup d'informations dessus, ce serait bien qu'on tombe sur plus de fossiles. Mais aussi plus largement, comment l'exploration de nouveaux gisements peut non seulement améliorer les analyses existantes, mais aussi remettre en question inopinément les conclusions précédentes. Et ici, vous avez encore un arbre phylogénétique, un peu plus chiant à lire. Si on se fait un torticolis, ça va. Bon, c'est globalement la même chose que ce qu'on a vu avant, mais en plus compliqué, et en plus complexe et chiant, et voilà. Et complet aussi, hein, mais bon, voilà. Bon, on a fait tout là, ouais. Qu'est-ce qu'il disait de ChatGPT d'impressionnant sur ces trucs-là? Parce que je pense on a déjà bien fait le tour, mine de rien. Il reste encore largement mystérieux en raison de son anatomie étrange et de son mode de vie peu clair. Bah oui, comme j'ai dit, il n'a pas existé très longtemps à l'échelle d'autres formes de vie qui sont là depuis donc fatalement longtemps. C'est un truc qui s'est développé dans une période idéale où plein de variétés s'est créées, mais qui a essuyé les plâtres, quoi. Donc il n'a pas tenu très longtemps. Et du coup, il propose des innovations, des différences par rapport à ses potes qui sont présents sur le moment. Donc il est très intéressant. Et il est d'autant plus intéressant que ce n'est pas une possibilité qui a été spécialement gardée. Mais comme on manque de fossiles, parce qu'il n'est pas resté viable très longtemps et qu'il a fini par s'éteindre assez vite,
bah, du coup, voilà, on a assez peu d'informations dessus parce que pas beaucoup de fossiles. D'autant que quand il faut tomber sur des plésiosaures qui font plusieurs mètres de long, j'irai pas jusqu'à dire que c'est facile parce qu'il faut les trouver, il faut qu'ils soient bien conservés, et on est quand même sur une planète complète à fouiller. Donc effectivement, ça prend pas 10 minutes, mais enfin, ça doit assurément être plus simple que quand on cherche un truc qui fait probablement plutôt quelques centimètres. C'est clair que c'est pas la même chose. Il ressemblait à une structure Oui, bon, on a vu ce que c'était globalement. Donc oui, on dirait un peu que ça vient d'un autre monde, quoi. C'est ça qui est intéressant avec ce truc. Ça et le fait qu'on a assez peu d'informations dessus. C'est qu'il remonte à une période de l'histoire de la Terre où les formes de vie étaient encore relativement simples et où les premiers animaux multicellulaires faisaient leur apparition. Oui, c'est ça. C'est aussi, comme j'ai dit, un des pionniers, il essuie les plâtres, parce que, enfin, de la vie, parce que c'est une forme de vie plus complexe que la majorité de ce qui existait à l'époque, et pluricellulaire, enfin multicellulaire, faite de plusieurs cellules. Ce truc est une colonie de cellules et pas une seule cellule qui fonctionne toute seule. Comprendre l'anatomie et le mode de vie du Stromatoveris pourrait fournir des indices précieux sur les origines et l'évolution des premiers animaux sur Terre. Ben oui, parce on a peut-être une vision un peu floue, on va dire, de ce qui s'est passé entre ce truc et les premiers poissons, par exemple. On s'imagine bien, si vous voulez, pour les gens que ça intéresse un peu plus, on imagine bien le développement de la vie à partir de bactéries qui auraient évolué pour devenir des trucs un peu plus complexes. À terme, donc d'abord unicellulaire, puis multicellulaire, puis poisson. Déjà, entre un organisme multicellulaire microscopique puis un poisson, vous voyez bien qu'il y a une sacrée différence. Et puis, poisson, tétrapodes, donc les poissons qui commencent à s'habituer à la terre ferme pour aller partir à la conquête des continents. Puis amphibiens pour ceux qui s'y connaissent beaucoup, parce qu'on commence doucement à sortir du milieu de l'eau, donc on en a de moins en moins besoin, mais on en a encore besoin. Donc, on passage au stade des amphibiens, qui vivent plus tout à fait tout le temps dans l'eau, mais ils ont quand même besoin de points d'eau, mais ils vivent plus forcément dans la mer. Euh, voilà, donc ils vont plutôt sur la terre ferme, mais avec toujours de la flotte, avec leurs réserves de flotte. Puis évolution, les reptiles mammaliens, les reptiles en général. Toujours évolution, toujours plus de reptiles, les mammifères, etc. On voyait bien qu'on a une idée quand même beaucoup plus claire et détaillée, étape par étape, de ce qui se passe une fois qu'on sort de l'eau. Alors qu'avant, donc oui, on a les poissons, ok, mais il y a beaucoup plus d'étapes entre les poissons et nous dans l'imaginaire collectif, j'ai l'impression, qu'entre les poissons et le début de la vie. Et c'est normal, ça remonte beaucoup plus loin et on n'a pas des masses de fossiles, parce qu'il y a même carrément on remonte parfois tellement loin qu'on ne peut pas avoir de fossiles, parce qu'il y a des trucs qui tendent à croire, il y a des formes de vie qui existent encore aujourd'hui dont on sait qu'elles existaient à l'époque, qui nous laissent à penser que la vie existait bien avant même qu'on puisse trouver la moindre trace de son existence. Je vous explique. Il y a des formes de vie qu'on appelle, avec un nom que j'ai oublié, on va dire qu'elles sont extrémistes. Pas politiquement parlant pitié, elles ont besoin d'un milieu extrême pour survivre. C'est même pas juste vivre. C'est-à-dire qu'il y a des organismes, des bactéries ou des trucs du genre, qui ont besoin, enfin, qui peuvent par exemple vivre dans des flaques d'acide naturel, hein, genre au pied des volcans ou des trucs comme ça. On les en sort, elles meurent, hein. Mais voilà, et donc ce sont des organismes qui ont besoin de ça. Et on sait que ces organismes datent d'il y a très longtemps, tellement longtemps qu'à partir des premiers instants dans les strates où on estime qu'on peut découvrir les premières traces de fossiles, ou plutôt d'empreintes dans le sol, parce que la Terre n'a pas toujours été un caillou solide. Au début, le caillou s'est formé, donc au début c'était liquide, c'était mousse, c'était en formation. Pendant ce temps-là, pas moyen de laisser des traces, puisque, comme j'ai dit, c'était en formation. Donc il n'y avait pas de traces solides sur laquelle, de support solide sur lequel laisser des traces. Mais on estime
que ces fameuses bactéries extrêmes apparaissent tellement vite, enfin tellement vite par rapport au moment où on commence à trouver des premières traces de fossiles de toute forme de vie sur Terre parce que la Terre s'est solidifiée. En gros, on trouve des formes de ce truc, des traces de ce truc tellement proches du moment où la Terre est juste assez solide que pour qu'on puisse trouver des traces dedans, d'espèces qui auraient fait leur passage, qu'on estime même qu'il y a des chances, même si c'est purement hypothétique et qu'on n'a aucune preuve, parce que ce n'est pas possible qu'on en ait, à moins qu'on ait une machine à voyager dans le temps, parce qu'il n'y a pas de traces, ce n'est pas impossible, et même, à mon sens, c'est carrément fort probable, que ces espèces existaient avant qu'on puisse même trouver des traces dans le sol, puisqu'il n'y avait pas de sol. Pas de sol ferme et dur, je veux dire. Donc, voilà. Et il se trouve qu'on date ce moment où on trouve des traces dans le sol formées qui permet de le faire, de la vie vers 4 à 5 milliards d'années, pour une planète qui existe depuis environ 6, il me semble. Euh, donc c'est dire depuis combien de temps la vie est là, quoi. Et je sais plus pourquoi je parlais de ces organismes-là, mais voilà, c'est déjà rien que ça, c'est une bizarrerie. Extrémophile, je crois, le nom, ça doit être ça. Donc des organismes qui ont besoin d'un milieu extrême pour pouvoir survivre et se développer. Et, si ces trucs existaient déjà, même avant qu'on puisse trouver les traces de leur existence, bah, c'est déjà, pardon, en soi c'est impressionnant, mais surtout ça veut dire aussi que il y a des formes de diversité de la vie qu'on ne peut pas imaginer et qu'on n'observera jamais. Parce que là, pour l'instant, notre animal qui ressemble vaguement à une plante et qui est déjà novateur pour son époque, ressemble à quelque chose qu'on est toujours plus ou moins habitué à voir, on va dire. Parce que c'est une idée qui a été reprise par d'autres types d'organismes qui n'ont rien à voir. Mais bon, c'est de l'évolution. C'est juste une idée qui a été piquée par quelqu'un d'autre, quoi, en gros. Et voilà, mais imaginez tous ces exemples de vie qui ressemblent à totalement autre chose que ce qu'on connaît et qui ne sont pas observables parce qu'ils n'ont pas laissé de traces. Enfin, ils auraient pu laisser des traces, mais qu'ils n'ont peut-être pas pu laisser de traces dans un sol qui n'existait pas à l'époque. Je sais pas si c'est très clair, encore une fois, il va être 3 heures du matin. Mais voilà, je trouve ça quand même très intéressant de voir à quel point la vie aurait pu, à quel point la vie a potentiellement pu être encore plus bizarre que ce qu'on vient d'observer, quoi. Donc voilà, je trouve ça sympathique. Et donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette espèce-là. Il y a 580 millions d'années, c'était un animal, ça ressemble à une plante, mais c'en est pas une. À un moment où la vie se diversifie énormément, à un moment où la vie commence à devenir multicellulaire alors que jusque-là elle était plutôt unicellulaire. Et, et voilà, un moment où la vie se complexifie, où elle tente plein de trucs et où on a droit à plein de formes de vie différentes qui se spécialisent de plein de manières différentes, ce qui nous donne finalement ce truc. Voilà. Et, c'est cool. Voilà. Et donc ça s'appelle, c'est un genre, c'est pas une espèce d'ailleurs, il faut se rappeler ça, c'est les Stromatoveris. Et voilà. Et du coup, ça vivait évidemment dans la flotte à l'époque. Euh, voilà. C'était le milieu naturel où ça se développait, vu qu'il y avait un sol à ce moment-là, mais il n'y avait pas les organismes, à part peut-être les arthropodes, mais je ne vais pas m'avancer, n'étaient pas encore partis à la conquête des continents. Donc là, pour l'instant, tout le monde restait plus ou moins dans l'eau, quoi. Voilà, voilà. Pour le centre d'alerte, ça va être compliqué. Mais vous mettre une alerte son d'une espèce disparue depuis ni plus ni moins 540 millions d'années, et une espèce dont on ne sait pas si elle faisait des cris, mais qui, à mon avis, n'en faisait pas beaucoup.
Voilà, je pense que là, même un compromis, ça va pas être possible. Je suis pas persuadé de pouvoir mettre ça en alerte. Mais faudrait que je trouve un type de son à jouer pour certaines catégories, genre les espèces disparues. Faudrait que je trouve quand même un son pour les représenter, toutes ces espèces qui sont pas là. Il va falloir que je cherche des idées un petit peu. Donc voilà, et moi je vais m'arrêter là parce qu'il est 3 heures du matin. Voilà. J'arrive plus à formuler mes idées. Donc voilà, heu, on va se laisser là. Et puis voilà, donc je fais ça, sur Twitch, je poste les VOD sur YouTube. Généralement, je fais les recherches avec vous si vous avez quelque chose à dire, voilà, si vous vouliez venir parler, eh bien parler, et puis voilà. Et du coup, voilà, c'est généralement ce concept-ci que je fais sur ma chaîne. Je fais pas grand-chose d'autre, je stream tous les 2 jours en général, et généralement, je stream plutôt dans la journée, vers la fin de la journée, entre début, voire fin d'après-midi et soirée, voilà. Voilà, voilà. Puis je pense qu'on va se quitter là-dessus. Ciao!